passé ancien, rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses. Seul, plus frêle mais plus vivace. Plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restant encore longtemps comme les âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, À porter sans fléchir sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant, davantage autour de moi, que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour, qu'on les croirait arrêtées, et qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Le repas, déjà? Mais non, voyons. C'est le portillon du jardin. Mais qui cela peut-il être? Oui, vraiment? Qui? Et vous, arrêtez de parler tout bas. Si c'est lui, il va avoir l'impression qu'on parle de lui. C'est que nous nous demandons comment le remercier. Oui, comment le remercier pour son vin? Ce monsieur Swann, toujours si délicat. Il nous en a apporté une caisse absolument énorme. Oui, ça, il est généreux. Il faut le remercier. Je compte sur vous. Surtout, il faut lui parler de sa fille. De sa fille? Oui, sa fille. Il l'adore. Il faut lui en dire un mot. Dis-lui, toi. Quoi? Moi? Pour sa fille, demande-lui comment elle va. Ce serait ridicule, très indiscret et surtout inconvenable. Comment cela? Mais non, c'est cette femme, sa mère, qui n'est pas convenable. La fille n'a rien à voir avec ça. Comment cela? Qu'est-ce qui n'est pas convenable? Swann l'a connu, enfin. Vous savez bien, dans un milieu... Ah bon? Une dépravée? Une gourgandine? Peut-être, mais Swann l'a épousée. Épousé, enfin bon. On sait bien que même en ce moment, quand Swann est absent, Comment? Mais c'est Swann. Quelle bonne surprise. Monsieur Swann, mais quelle charmante idée de passer nous voir. Nous sommes ravis de cette occasion. Oui, surtout depuis que nous Oui, avons... comme vous, j'ai fui Paris et cette canicule. J'avais besoin de retrouver ce village, ses habitants, ainsi que ses jardins. Et comment va votre... Maman, viens. Oui, attends. Votre fille... Bien. Je vous remercie, ainsi que ces jeunes garçons. Maman. Écoute, Marcel, attends un peu. Tu vois bien que je parle avec Monsieur Swann. Elle doit avoir l'âge de Marcel, n'est-ce pas? Disons à peu près 8 ans. Marcel, il est l'heure. L'heure? Ah oui, vraiment? Déjà? L'heure de remercier notre ami. Pour sa délicatesse, Son goût excellent, choisi. en amateur. Je suis sûr que la fille de Swann est déjà couchée. N'est-ce pas, Swann? Oui, ton père a raison, il est tard. Monte te coucher, après tu diras que tu es faible et fatigué. Allez, bon enfantillage. Ah, le dîner enfin. Vous mangerez avec nous, Swann, bien sûr. Allons, laisse ta mère. Monte dans ta chambre. Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur, montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère. Comme les soirs où sa figure aimante se penchait vers la mienne pour me donner comme une hostie, une communion de paix, où mes lèvres puisaient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Cet escalier détesté où je m'engageais si tristement exhalait une odeur de vernis, qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir où Swann était là, et où maman ne venait pas me dire bonsoir. Une fois seul dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre, parce que j'avais trop chaud sous les rideaux du grand lit, j'eus un mouvement de révolte. J'écrivis. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter, pour une chose vraiment grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre.
effroi était que Françoise refusât de porter ce mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde, lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier du théâtre, de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il était en scène. Elle possédait à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, subtil et intransigeant, qui semblait avoir prévu des complexités sociales, des raffinements mondains, tels que rien dans l'entourage de Françoise n'avait pu les lui suggérer. Mais, pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas moi qui ai voulu faire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne me crut pas, car comme les hommes primitifs, dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda l'enveloppe, puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux d'avoir un enfant pareil ? » Bon alors pour l'instant je ne peux pas, là comme ça, devant tout le monde. Mais allez vous coucher, dans un moment je lui ferai passer votre mot. Allez! L'angoisse que je venais d'éprouver. Je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et s'il en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'ai appris bien plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie, si bien que personne, aussi bien que lui, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être aimé, dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut le rejoindre, c'est l'amour qui la lui avait fait connaître. Cette femme dont parlait ma mère, il l'avait connue bien avant le mariage de mes parents, dans le salon des Verdurins, des bourgeois à prétention artistes. Et la joie que me fit ce soir-là le retour de Françoise, quand elle m'apprit que ma lettre serait remise. Swann l'avait bien connue aussi, cette joie trompeuse que nous procure quelque ami ou parent de la femme que nous aimons, qui participe à la fête où nous ne sommes pas invités et où elle s'amuse en notre absence. Mère, c'est pour cette soirée, c'était divin. Oui, divin, vraiment. Monsieur Swann, asseyez-vous donc ici, vous verrez mieux Odette. Dansez encore un peu, ma petite Odette. Quel danseur, ce Forcheville. N'est-ce pas qu'elle est ravissante? Une petite perfection. Taisez-vous, on vous dit que vous êtes une petite perfection. Allons, Odette. Monsieur de Forcheville va vous ramener. Mais non, madame, c'est toujours moi qui... Oui, vous pouvez toujours, vous pouvez, nous le savons. Et justement, vous pouvez bien rentrer seul. Nous vous l'avons laissé assez de fois. Mais c'est qu'il y avait une chose très importante à dire à madame. Eh bien, vous la lui écrirez. Oui, mais alors j'ai mal à la tête, je rentre, je me verrai plus tard. Bien qu'Odette ne lui permît pas, en général, de la rejoindre dans les lieux publics,
public, disant que cela ferait jaser, il arrivait que, dans une soirée où il était invité comme elle, chez Forcheville, chez un peintre, ou à un bal de charité dans un ministère, il se trouvait en même temps qu'elle. Il la voyait, mais il n'osait pas rester, de peur de l'irriter en ayant l'air d'épier les plaisirs qu'elle prenait avec d'autres. Ou bien, s'il l'avait laissée chez elle pour se reposer, il revenait, guettait la lumière de sa fenêtre, sonnait parfois pour voir si elle répondrait. Mais souvent, il n'osait pas attendre et rentrait pour aller se coucher, anxieux et solitaire, comme je devais l'être moi-même quelques années plus tard, les soirs où il viendrait dîner à Combray. Et Swann restait là, désolé, confus, attendant que se dévoile par moments un peu de la vie d'Odette, comme une étroite section lumineuse, pratiquée à même l'inconnu. Alors, sans jalousie, s'en réjouissait. Comme si cette jalousie avait toute une vitalité indépendante, égoïste, vorace de tout ce qui la nourrirait, fût-ce aux dépens de lui-même. Il ne fut pas jaloux d'abord de toute la vie d'Odette, mais de seuls moments où une circonstance, peut-être mal interprétée, l'avait amené à supposer qu'Odette avait pu le tromper. Mais sa jalousie comme une pieuvre qui jette une première, Puis une seconde, puis une troisième, maman. s'attacha solidement à ce moment, puis un autre encore. Et ainsi sa jalousie le travaillait, le transformait, altérait son caractère, aux yeux même de ceux qui le connaissaient le plus. En somme, la vie qu'on menait chez les Verdurins, et qu'il avait si souvent appelée la vraie vie, lui semblait maintenant la pire de toutes. Cette glace à la pistache était vraiment quelconque. Il faudrait essayer un autre parfum. Tu as vu si Swann en avait repris? Ah, ça, il a vraiment changé. Il a pris un coup de vieux. Cette femme ne lui réussit pas. Peut-être, mais je me demande s'il l'aime encore. Il a l'air moins triste depuis quelque temps. Bon, il n'est pas bête. Il a compris à qui il avait affaire. Ce n'est pas une femme pour lui. Bon, eh bien, si tu veux, nous allons nous coucher. Je vais fermer la fenêtre, il fait frais. Viens me dire bonsoir. Tu ne m'as pas dit bonsoir. Mais tu es fou, retourne te coucher. Allez, que ton père ne te voit pas. Ah non, il est tard. Va dormir avec lui. Vas-y. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. Bonsoir. Il y a bien des années de cela, la muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites, que je croyais devoir durer toujours. Et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors. De même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père, et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvai seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour, qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Ainsi, je trouve très raisonnable la croyance celtique, que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives, dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée. Perdu en effet pour nous, jusqu'au jour qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'âme. Ou entrer en possession de l'objet qui est leur prison, alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous.
dire. À part, bon voilà, ils ont été exceptionnels parce qu'évidemment, on n'avait pas beaucoup d'heures de répétition. On a réussi quand même à faire quelque chose qui est ce qui est, mais qui est déjà quelque chose. Voilà. Et donc c'est déjà pas mal. Et maintenant, je vais peut-être vous laisser la parole pour un peu voir aussi les textes que vous avez à nous présenter sur Proust. Et après, je vous inviterai, si vous voulez, on discutera un peu de savoir comment vous avez vécu Proust et comment nous on a vécu la pièce, parce que Proust, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est inattendu. C'est pas un auteur de théâtre, ce qui pose pas mal de problèmes. D'ailleurs, il faut imaginer des choses scéniques, comme par exemple votre voix. On pose d'une certaine façon, avec ces moments où on va du siège à la scène. Voilà.